Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Fabula Juris donc sur notre chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Alors aujourd'hui, c'est donc Diego Teles da Silva qui présente ce nouveau format. Bonjour Nasser Ifi sur le chat. Donc bonjour Diego. Bonjour. Alors tu nous as préparé une nouvelle émission qu'on a. Alors en vrai, on l'attend depuis très longtemps. Ça fait quelques mois qu'on 6 en mois parle. que l'émission est en préparation. Donc elle a intérêt à être à la hauteur de nos attentes. Sans te mettre la pression, ça a intérêt à être bien quand même. Donc Fabula Juris, qu'est-ce que c'est ? Alors, bon, effectivement, c'est pas la première fois que j'interviens sur la chaîne Twitch de l'université. J'ai eu l'occasion d'intervenir à d'autres moments, mais voilà le début d'une nouvelle émission qu'on espère que va se pérenniser à partir de janvier. Donc Tous les aujourd'hui, jours, hein. À partir de janvier, une émission par jour. j'arrête de faire cours, j'arrête d'enseigner, je vais devenir streamer à temps plein. Premier streamer juridique. Oui, streamer juridique, c'est pas mal comme concept. Ouais. Donc, l'objectif est de pérenniser cette émission à partir de janvier. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'épisode 0, hein, c'est présenter le concept de l'émission et partir sur quelque chose d'atypique pour illustrer justement quel va être l'objectif de cette émission. J'ai pas changé le titre du live. J'ai changé le titre du live. Je te laisse finir la présentation. Alors, donc je finis de présenter hein, pendant qu'il y a Yannick règle les problèmes techniques. Alors Fabula Juris, pourquoi ce titre pour l'émission? Bon, déjà parce que c'est du latin et en droit on aime bien le latin, donc je me suis dit que c'était pas mal, ça sonnait bien et surtout ça va créer un contraste avec l'objectif de la mission, c'est-à-dire qu'on a un titre qui est un peu peut-être pompeux, mais à côté de ça, l'objectif de l'émission c'est pas de faire du droit, c'est pas de refaire un cours ou de revenir sur des notions juridiques trop complexes, c'est de alors j'aime pas forcément le terme vulgarisé parce qu'il peut être connoté, mais l'objectif, ça va être de montrer que le droit est partout et en fait, on peut trouver du droit dans des endroits où on ne s'y attend pas. Et surtout, le droit n'est pas du tout quelque chose de poussiéreux ou trop érudit ou barbant. Bah, on peut quand même faire du droit de manière un peu plus divertissante, on va dire. Voilà. Bien sûr, ça ne remplace pas un cours. Hein. Il y a des moments où il faut être barbant quand on enseigne le droit, mais on peut quand même se permettre de faire des liens entre le droit et la vie quotidienne et les autres disciplines, les autres aspects de la vie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, sachant qu'on a choisi donc le thème le droit dans les mangas. Je ne vais pas être exhaustif sur la question. Hein. Je pense que parmi les personnes qui vont écouter cette émission, il y a des amateurs de manga. Mais je vais présenter au moins quelques exemples hein, de comment le droit se manifeste donc, dans les mangas. Très bien, bon, c'est bon. Le titre est changé, appuyez sur F5 pour rafraîchir, pour avoir le bon titre. On est bien sur Fabula Juris, c'est pas Villini, mais bonjour à Eugène Pierrot, sur le chat. Donc oui, nouveau concept d'émission. Moi, j'étais juste à côté, donc j'ai entendu quand même la présentation de Diego. Nouveau concept, on va parler de droit. Il y a plein de thématiques effectivement qui peuvent se prêter à ce type d'émission. Et donc aujourd'hui, on parle des mangas. Voilà. Du droit dans les mangas. Du droit dans les mangas, voilà. Alors, je me suis dit que pour commencer, hein, j'allais faire un petit tour d'horizon historique pour situer tous nos auditeurs, hein, sachant que les mangas, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, d'abord, présenter ce que c'est que ce média, ce produit culturel, hein, et ensuite, on va revenir de manière plus précise sur les manifestations du droit dans les mangas, sur les spécificités aussi de ce produit culturel et comment il transmet donc l'information, la connaissance, comment il divertit, etc. Et en fait, pardon, je te coupe. Du coup, tu parlais de voilà, ce produit culturel. C'est vrai que nous, enfin, on a de moins en moins, mais c'est vrai que la connaissance des mangas, surtout quand c'est arrivé chez nous, c'était finalement une BD comme une autre, quoi. C'était bon, quelque chose avec des graphismes un peu spécifiques, mais c'était pris comme une BD. Mais en fait, on se rend compte que c'est un produit qui est vraiment différent, et même dans le public, quoi. Ça ne s'adresse pas au même public. C'est quoi le public des mangas ? Alors, justement, la particularité des mangas, c'est que c'est vrai que, historiquement, et ça rejoint tout à fait mon propos, historiquement, en fait, ce sont des rouleaux narratifs en fait, qui existent depuis le 8e siècle au Japon, donc ça remonte quand même à assez loin.
C'était des estampes en fait, où on reproduisait des dessins qui racontaient la vie quotidienne, qui montraient des paysages, qui racontaient parfois une histoire, mais ce n'était pas forcément obligatoire, hein, qui racontaient des récits mythologiques, folkloriques. Donc dans un premier temps, c'est vrai que c'était un moyen d'exprimer un certain sentiment artistique. Donc l'idée, c'était pas forcément de raconter une histoire, c'était d'exprimer un sentiment artistique et parfois raconter quelques bribes d'histoire. Donc c'était pas une narration vraiment organisée. Donc au 8e siècle, au 13e siècle, cette pratique s'est poursuivie et elle a été... Et c'était toujours une forme de dessin ou c'était simplement c'était des dessins. Non, c'était des dessins. Justement, à la base, les mangas, c'est que du dessin. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de bulle. Non, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle encore à ce moment-là. C'est vraiment que du dessin. Parfois, ça racontait une histoire, mais tu sais, comme ces histoires pour enfants où il n'y a pas de parole, en fait. C'était les images qui s'enchaînaient et qui racontaient parfois des récits mythologiques. Hein, et ça remplaçait en quelque sorte cette tradition orale qu'on avait pour raconter des récits et pour les transmettre donc aux générations suivantes. Dans un premier temps, c'était que ça. Et en fait, vers 1814, Hokusai, qui est un peintre en fait très connu au Japon pour ses estampes, vous connaissez sans doute la vague, ce dessin qui est partout aujourd'hui. Et en fait, lui, il a fait ce qu'il appelait un carnet de croquis. Et ce carnet de croquis est un peu l'ancêtre des mangas. Parce qu'il a réuni plusieurs dessins, et ces dessins-là racontaient un semblant d'histoire. On n'est pas encore dans la narration vraiment, mais il a organisé les dessins pour qu'ils aient un sens. Donc là, on a un début de narration. Début du 19e siècle, 1814, par Hokusai, qui n'était pas du tout un raconteur d'histoire, hein, c'était un peintre, donc c'était un artiste. Donc, c'était quoi l'objectif en fait? Alors, l'objectif, c'était exprimer son art, mais donner du sens en fait à cet enchaînement de dessins. C'était un carnet de croquis qui ne racontait pas une histoire, mais qui avait quand même un sens, une logique, on va dire. Ensuite, en fait, il a fait un saut dans le temps. Hein. Le premier vrai manga apparaît en 1902. Donc, 1902, c'est Kitazawa qui va qui va dessiner ce manga, mais avec une histoire cette fois. Et là, il y aura des bulles. Pour la première fois, il y aura des bulles, il y aura une vraie narration, une petite histoire. Et pour l'anecdote, en fait, ce qui est intéressant, et c'est drôle parce que ça rejoint notre propos dans ce que je vais dire après, et c'est inspiré, en fait, d'un court-métrage des Frères Lumière, le fameux Arroseur arrosé. Donc, en fait, le premier manga japonais est inspiré d'un court-métrage français. Donc ça tisse déjà un lien entre la France et le Japon. Hein. Cette passion pour les mangas qu'on partage aujourd'hui, elle est dès le début hein, finalement au Japon. Donc il est considéré comme Kitazawa, donc 1902 est considéré comme le père des mangas, parce que le manga moderne en tout cas il apparaît avec lui. Et ensuite en fait cette pratique se répand dans le pays. Cette idée de raconter des histoires avec des dessins devient quelque chose de courant et c'est même détourné parce que ça a été utilisé dans les années 40, donc pleine Seconde Guerre mondiale, à des fins de propagande. Ah là là, Nasserifique est vraiment au top du top, c'est-à-dire que le commentaire arrive mais 3 secondes avant que tu te dises. Si je me trompe pas, c'était aussi utilisé comme vecteur de propagande. Tout à fait. En tout cas, c'est le cas du premier animé, domaine très relié au manga. Tout à fait. Elle se répand parce que c'est du divertissement pas cher. Tout à fait. D'ailleurs, on va y revenir sur ces questions-là. Il va falloir revenir sur nos questions. Dans les années 40, donc pleine Seconde Guerre mondiale, hein, ça a été utilisé à des fins de propagande, justement, parce que c'était un moyen d'adoucir des propos quand même difficiles à transmettre, hein, et surtout, c'était un moyen de s'adresser aux plus jeunes, hein, dans la mesure où c'était des dessins. Ça s'est pas arrêté. Hein. Je fais une petite parenthèse avant de continuer ce récit historique. Donc, dans les années 40, des fins de propagande, et récemment, il y a 5-6 ans, le Japon a fait un manga pour promouvoir en fait, une réforme de la Constitution. Il y a un article... commandité par le gouvernement ? Pour le gouvernement. Il y a un article dans la Constitution qui a été imposé par les Américains, l'article 9, qui impose au Japon de ne pas avoir une armée offensive. Donc ils ont droit à une armée défensive, mais pas d'armée vraiment de combat. Et ça fait des années que le Japon essaie de changer ça. Donc il faut réformer l'article 9 de la Constitution. Et le gouvernement japonais a fait un manga pour essayer de convaincre la population du bien fondé donc, de ce changement, qui fait un peu peur hein, à la population quand même. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale sont toujours là.
Donc oui, ces fins de propagande ont existé et parfois ça revient de temps en temps. Alors, ensuite, après cette naissance des mangas, détourné dans un premier temps à des fins politiques, le véritable boom des mangas en fait apparaît dans les années 50, sous l'influence des Américains qui ont occupé le pays et surtout sous l'influence des comics en fait. Sous l'influence, tout à fait, sous l'influence des comics, il y a une modernisation des mangas. Ils ont commencé à raconter des histoires plus structurées. C'était pas des récits uniques, c'était des histoires qui s'étendaient sur plusieurs tomes, sur plusieurs mangas, et ça a commencé à se populariser aussi auprès de la population à ce moment-là. Alors ça s'est popularisé déjà parce que c'était quelque chose qui était présent dans le pays depuis des années, mais aussi parce que c'était une sorte d'échappatoire. Pleine reconstruction du pays, occupé par des Américains, ces histoires permettent un peu de traverser des moments difficiles, comme pour les livres, pour les romans, ça permet un peu de s'évader. Énorme succès donc à ce moment-là. Donc en fait, il y a vraiment un lien. C'est vrai que les graphismes ont une particularité, mais c'est vrai que dans les séries de livres, de tomes qu'on retrouve dans les comics, on retrouve ça aussi. Tout à fait. Alors la grosse différence entre les comics et les mangas, c'est qu'en général, alors les comics, c'est les Américains qui gagnent à la fin. Oui, déjà. En fait, il y a deux différences. La première différence, c'est que les comics ont vocation à être inépuisables, en fait. On raconte toujours des histoires avec Superman, Batman, et ça se termine jamais, en fait. Il y a des arcs qui se poursuivent, des arcs narratifs, et ça se termine jamais. Les mangas, non. Les mangas, en fait, chaque histoire, il y a parfois 20, 30, parfois plus de tomes, mais ça a vocation à se terminer à un moment donné. L'autre différence... Il y a une invitation qui est faite sur le chat par un utilisateur mystérieux qui dit « Je sens que j'ai trouvé mon invité pour une émission sur l'histoire du manga ». Donc c'est Laura l'Histoire qui est présent sur le chat. Bonjour Nicolas. Merci. Donc l'invitation est transmise. On remarquera tous que Diego n'a pas répondu « oui » spontanément. Donc voilà, il y a peut-être un petit malaise qui est en train de se jouer. Mais bon, voilà. Et l'autre différence par rapport au manga, mais tu fais bien de le remarquer d'ailleurs, c'est que les mangas sont beaucoup plus subversifs que les comics. Les comics ont tendance à être politisés, ils abordent aussi des questions d'actualité, des problèmes de société, mais ils ont tendance à idéaliser le modèle américain. Les mangas ne font pas toujours ça. Il y a un vecteur culturel, donc ils montrent quand même le quotidien japonais, la culture japonaise, mais ils critiquent beaucoup le mode de vie japonais, le système scolaire japonais, le système carcéral, la justice japonaise, etc. Donc, je trouve personnellement les mangas plus subversifs que les comics. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, c'est peut-être lié au public aussi, au public cible. Oui. C'est vrai que le comics, c'est quand même de la littérature jeunesse. Oui, c'est un public. Ça a évolué avec le temps, parce que les gens grandissent et continuent à aimer les comics, mais la cible. Mais ça reste un public geek, on va dire. Alors que les mangas, ça s'adresse à toute la population vraiment. Donc il y a des négociations qui sont en train de se jouer, donc je vais te tenir au courant. Donc Nasser Rifi qui donc renforce l'invitation en disant qu'il attend l'émission sur l'histoire du manga avec impatience, et Nicolas qui nous dit que tu as le choix entre l'histoire du manga et l'histoire du Japon. Ok. Voilà. Ah oui, vaste programme dans les deux cas. Et du coup, Nasser Rifi qui répond plus sérieusement maintenant, ça atteint un public très large grâce à plusieurs catégories, aussi bien les jeunes ados avec les shonen que les jeunes adultes avec les seinen, je ne sais pas comment on dit. Je vais revenir aussi. Ou encore pour un lectorat plus mature avec des œuvres plus contemplatives. Donc c'est vrai que ça s'adresse à toute la société japonaise. Tout à fait, mais ça rejoint totalement. Je fais juste deux, trois petites remarques historiques pour finir cette partie. On revient ensuite sur les catégories de manga. Si tu es dans le coin, n'hésite pas à venir nous rejoindre directement pour Alors, l'un des auteurs qui a popularisé les mangas et surtout le style de dessin aussi, parce qu'il est très particulier, c'est notamment Tezuka, Osamu Tezuka, qui a fait Astro Boy, qui parlera aux plus âgés et pas forcément aux plus jeunes. Mais il a popularisé en fait quelque chose qui est devenu omniprésent dans les mangas. En fait, on va vous montrer ici, c'est les gros yeux. Je ne sais pas si vous voyez là, la caméra. Les gros yeux des personnages. Approche un peu pour que les gens voient bien. Voilà. Vous remarquez quand même que les personnages n'ont pas du tout des yeux bridés.
Oui, vous avez oui, un petit problème de son, je pense. 2 secondes, je règle ça. Ouais, j'ai pas de son sur un des plans. Du coup, est-ce que là tout le monde nous entend? Vous m'entendez? Ouais, je pense, c'est bon, ça a l'air C'est bon. Donc, Tezuka, hein, qui a popularisé ce trait caractéristique des mangas, hein, qui est connu d'ailleurs au Japon comme le dieu des mangas. Je ne reviens pas sur toute son œuvre, hein, on y reviendra dans le cadre de notre émission si on s'attarde davantage sur l'histoire. Ici, c'est de montrer la montée en puissance, l'idée c'est de montrer la montée de puissance des mangas dans la société japonaise dans un premier temps et ensuite en France. Donc, à partir du début du XXe siècle, hein, les mangas deviennent donc incontournables au Japon. Alors pourquoi ils deviennent incontournables? Déjà parce qu'ils s'adressent à toute la population. Donc Nasser nous le disait tout à l'heure. En fait, les mangas sont divisés en plusieurs catégories. Et c'est pour ça qu'ils peuvent susciter l'intérêt de plusieurs types de populations au Japon. Donc on a les kodomo, donc, qui veut dire enfants en japonais, qui s'adressent aux plus petits. Donc, c'est des mangas où il y a très peu de paroles, très peu d'histoires, hein, surtout des dessins. Ensuite, nous avons les shonen. Ça, c'est le plus connu, hein, Dragon Ball et tout ce qu'on a pendant très longtemps acheté chez nous. Ce sont les mangas qui s'adressent à un public adolescent. Donc, et c'est comme ça, c'est sous cette forme-là que les animés sont arrivés en France. Oui, tout à fait. Ça a été popularisé, par les jeunes, tout à fait. Les 7-11 ans, quoi. Voilà, même pas, 15-18 ans, je dirais. Ah ouais, le public cible de shonen, donc c'est 15-18 ans. Ensuite, on bascule sur les seinen. Les seinen s'adressent à un public plus adulte, en fait. Pas seulement au niveau des thématiques abordées. Donc, on va aborder des thématiques beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves, sombres, en termes non seulement de violence, hein, mais aussi en termes de sujets sociaux, comme la peine de mort, comme le racisme, le harcèlement scolaire, ce genre de choses. Et ensuite, on a d'autres catégories plus à part, enfin des sous-catégories. Hein. On a des mangas, des shoujo qui s'adressent donc à des jeunes filles, donc des jeunes aussi, mais surtout les filles. On a ensuite les mangas, on va dire plus olé olé, hein, érotiques, les hentai, etc. Donc ça s'adresse à toute la population. Et ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, en 2021, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Japon et c'est vrai que quand on prend le train à 8h du matin, donc l'heure où tout le monde part à l'école ou au boulot, on trouve... Tu as vexé certaines personnes sur le chat en disant que ceux qui connaissent Astro Boy sont forcément âgés. Ah. Donc je pense que certains ont reconnu simplement Astro Boy dans ce que tu disais, ils devaient être satisfaits de pouvoir s'intégrer dans l'émission et puis voilà. Du coup, ça commence à dater quand même Astro Boy, donc bon bien sûr, hein, moi je le connais, je suis pas si vieux que ça. Désolé, Yableba, moi je connais aussi Astro Boy et je suis extrêmement jeune, donc oui, mais ça va. Et en fait, quand on prend le train le matin, on croise énormément de gens en train de lire des mangas. Alors, soit ils lisent en format papier, hein, soit ils lisent sur leur téléphone. Hein, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, hein, il y a eu un changement qui s'est opéré. Ça s'est numérisé. Ça s'appelle comment? J'ai vu passer les scans. Ouais. Non, c'est pas des scans, c'est des espèces de mangas qui sont sous le format téléphone qu'on fait scroller. Là. Ouais, non, mais c'est des formats numériques. Donc, en fait, on dit que c'est des scans. D'accord. Ça c'est beaucoup répandu, même en France maintenant. Hein. Les webtoons. Oui, mais ça c'est coréen. Ah ouais, pardon. C'est pas la même chose. C'est plus coréen. Ok, d'accord. Ouais. Après, moi je connais alors, vraiment j'ai reconnu quelques similitudes dans les graphismes. Et je me suis alors, dit, les webtoons, déjà, grosse différence, c'est qu'ils sont colorés, quasiment toujours. Hein. Les mangas sont en noir et blanc. Hein. On va vous montrer celui-ci d'abord. Les mangas sont toujours en noir et blanc. Bon, ils se lisent aussi à l'envers, hein. Donc ils se lisent de droite à gauche, toujours. Est-ce que tu peux me montrer bien comment on en a parlé avant l'émission Alors, je vais prendre une partie où il y a plusieurs cases. Donc, en fait, on commence, un petit peu on commence en haut.
et en fait, on part là, et ensuite on descend, et ensuite on part là. Ça fait un serpent, mais à l'envers, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et on commence toujours à l'envers. Les mangas sont publiés en France dans le format japonais. Hein. Ils sont toujours publiés donc à l'envers par rapport au sens occidental. Et on lit donc de droite à gauche, toujours donc du haut vers le bas. C'est un coup à prendre. Ça peut déstabiliser au début, mais après, ça devient assez naturel quand on a l'habitude. Et donc, on croise ces salaryman, hein, des hommes de 40 à 50 ans, en train de lire leur manga pendant qu'ils vont au boulot. Et c'est pas du tout quelque chose qui est stigmatisé. Bon, bien sûr, il y a une partie de la société qui estime que il faut pas être trop fan de manga, mais c'est acceptable donc d'apprécier les mangas, de lire les mangas régulièrement. Alors que bon, chez nous, on croise pas des hommes d'affaires en train de lire des mangas. Hein. Sachant que la pression sociale n'a pas tout à fait le même sens au Japon. Et en Tout à fait. Remarque intéressante, récemment, un ministre de la justice japonais s'est présenté avec une cravate Evangelion, donc qui est un manga animé ultra populaire au Japon, d'ailleurs très sombre aussi, qui parle de religion, qui parle d'occultisme, qui parle de plein de thématiques intéressantes, qui est un manga d'ailleurs qui ne s'adresse pas aux plus jeunes, hein, pour le coup. Mais voilà, un ministre qui s'est présenté donc avec une cravate Evangelion. Ça a fait... Non, c'était pas du tout un événement. C'était un événement pour les Occidentaux, parce que forcément, voir un ministre de la Justice se présenter avec une cravate comme ça, qui était quand même relativement sobre, hein, elle était violette, violette très sombre, mais on voyait comme les symboles du dessin animé. D'accord. Donc ça a été un événement pour les Occidentaux, mais pas forcément pour les Japonais. Donc le rapport au manga n'est pas toujours le même dans les deux cas. Sachant que, je crois que c'est Nasser qui a parlé du prix. Alors pourquoi les mangas sont devenus aussi populaires au Japon? Parce que en fait, c'est un produit culturel aussi à petit prix. On ne se rend pas compte en France parce que c'est vrai que les prix grimpent, hein, avec la traduction, l'édition à l'étranger. Mais un manga comme ça, hein, dans le format classique, qui est un format comme ça, il va coûter au Japon entre 3 et 4 euros. Je ne sais pas si vous voyez. Un manga, de chercher le message de la série. Un manga comme ça, dans ce format-là, qui est le format classique, hein, donc il est quand même assez épais, je crois qu'il a un peu plus de 200 pages, il est à entre 3 et 4 euros. C'est vrai que quand il arrive en France, il est à entre 6, 7 euros, parfois 8 euros. Donc on a quand même une augmentation du prix à l'étranger, mais au Japon, c'est vraiment quelque chose de pas cher du tout. Parfois, on trouve même des mangas, des vieux mangas dans les poubelles, parce que ils ont plus de place chez eux, ils se sont lassés, donc c'est pas un loisir très cher au Japon. Chez nous, ça peut être considéré comme un peu plus cher quand même. C'est pour ça d'ailleurs que c'est s'est popularisé au Japon très vite et qu'aujourd'hui c'est aussi populaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà de l'engouement des Japonais, hein, qui lisent quasiment tous des mangas, ça représente, on ne se rend pas compte, peut-être en Europe ou ailleurs, ça représente un chiffre d'affaires colossal. L'économie japonaise, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle dépend des mangas, mais si on compte en fait les mangas, les animés qui sont des adaptations des mangas, si on compte les produits dérivés, si on compte les événements qui sont faits autour des mangas, parce qu'il y a des concerts, il y a des conventions, si on compte en fait, si on met bout à bout ce que ça rapporte en termes d'argent pour l'économie japonaise, c'est colossal. Il y a Japanim en anime, par exemple. Japanim, et pas que ça, hein. On avait une autre convention qui n'existe peut-être plus. Enfin bon, bref, des conventions il y en a en France. Alors pourquoi il y a autant de conventions en France? Tout simplement parce que là aussi, la France est le deuxième consommateur de manga du monde. Ceux qui ont suivi l'émission d'hier le savent, puisque c'était une question du quiz. C'est le deuxième plus grand consommateur de manga du monde, juste derrière le Japon, hein, donc c'est quand même hallucinant. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais le rapprochement entre les Frères Lumière et le premier manga, parce que on s'est retrouvé à nouveau dans cette passion pour les mangas, sachant que en plus ça n'arrête pas d'augmenter. J'ai discuté avec des libraires spécialisés dans les mangas récemment. Déjà, et je crois que ça a été annoncé par le gouvernement ou par des médias, le produit culturel qui a été le plus acheté avec le pass culture, c'était le manga.
Du coup, ouais, j'ai du mal à me rendre compte. Ça fait partie, enfin, du coup, c'est devenu de la consommation culturelle habituelle Oui. chez les Français. Nasserifi nous dit c'est vrai que chez nous, c'est considéré comme de la collection, alors que les Japonais les lisent une fois et les laissent au bord de la rue pour qui les veut. C'est pour cela que l'occasion au Japon est si peu chère, 50 centimes à 1 € le tome. C'est ça. Effectivement, mais vous, enfin, là, je parle au chat, c'est une habitude pour vous de lire des mangas, c'est très régulier, c'est ponctuel, ou vous ne connaissez pas du tout et vous venez prendre un peu des renseignements, je sais pas. Moi, je sais que j'en ai lu quelques-uns, mais voilà, c'était plus par curiosité pour voir ce que c'était. L'attachement et Nasser, l'attachement des Japonais n'est pas du tout le même, hein. Comme ça coûte très peu cher, hein, et qu'il manque de place, hein. Il y a aussi la question du logement, hein, qui est très cher au Japon. Ils ont tendance à les mettre au bord de la route ou à les revendre, hein, très vite. Ouais. On achète des collections entières pour pas grand-chose, alors qu'en France, on a vraiment un aspect collection, hein. Il y a Boba qui nous dit 7 € le tome, ça freine la consommation. Ouais. Oui, c'est sûr que voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir le même... Surtout que ça se lit quand même assez vite, quoi. Oh oui, ça se lit vite. En fait, l'intérêt pour la plupart des gens, c'est l'aspect collection. T'achètes, tu lis, tu le relis. Bibliothèque, oui. Voilà, je connais beaucoup de gens qui en fait veulent avoir des mangas pour transmettre cette passion à leurs enfants. Donc comme ça, ils ont des mangas à la maison pour avoir une bibliothèque de mangas que leurs enfants pourront lire, et ainsi de suite. Donc chez nous, c'est vraiment un objet de collection. Mais c'est vrai que le prix peut freiner, hein. On passe de 3 € à 7 €. C'est quand même pas la même chose. Ouais. Ensuite, donc je disais, le pass culturel. Cam Sanin nous dit, ou Sanine, je sais pas, surtout quand la plupart des grosses séries dépassent la 30aine de tomes. Alors, ça commence à changer. C'est vrai que, bon, on a toujours des contre-exemples, hein. On a par exemple One Piece qui vient d'atteindre son 100e tome. Donc, mais en général, ces dernières années, la plupart des mangas dépassent rarement 30 tomes. On est beaucoup sur des séries d'une vingtaine de tomes, justement parce qu'en termes de consommation, on s'est rendu compte que c'est plus facile de fidéliser sur 20 tomes que sur 30, 40, 50. Notamment à côté des prix pratiqués à l'étranger. J'imagine que c'est difficile de conquérir un nouveau public quand on est au 70e tome. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ou même tout acheter, imagine. Donc, c'est pour ça que le marché s'est aussi adapté à cette consommation et au fait qu'il faut fidéliser. Et on ne peut pas fidéliser quelqu'un, par exemple, commencer alors qu'il y a 100 tomes. Oui, c'est compliqué. Reprendre du zéro. Nasserifi rajoute qu'apparemment, les éditeurs français, à cause de la crise du papier dans le monde, annoncent aussi une montée des prix. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir par rapport à la crise sanitaire. Donc, premièrement, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, mais ça peut être aussi interprété de manière assez logique, pendant la crise sanitaire, les mangas ont explosé en France. Mais vraiment. Dans la mesure où on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas avoir nos loisirs habituels, le chiffre d'affaires des mangas a explosé. On parle parfois de 150-200% de plus de ventes sur l'année 2020. Donc on n'a pas du tout pâti, hein, de la crise sanitaire, bien au contraire. Il y a une demande qui est devenue grandissante. Cette demande est tellement grandissante que, alors d'une part, les mangas font objet de la spéculation maintenant. On achète certains mangas qui sont devenus rares, à cause notamment de la pénurie de papier, et certains mangas sont vendus 30-40 € sur Internet, sur eBay, sur certains sites. Pour dire le niveau de la demande, qui s'est accéléré, hein, qui s'est accru pendant la crise sanitaire. Beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas, en fait, ont commencé, et des gens qui s'intéressaient déjà, ils ont profité du fait qu'ils avaient des sous de côté, enfin, qu'ils avaient plus d'argent pour dépenser dans les loisirs, ils ont acheté plus de mangas. Ça nous dit, c'est aussi pour ça que le dématérialisé est un avantage, pas besoin d'investir pour lire un long manga. C'est comme Netflix. Je crois qu'il y a une application, il y a des applications officielles, mais j'en connais au moins une, et je crois que c'est Manga Plus en France, une application donc, pour les mangas numériques. Il y a un autre avantage, non seulement le prix, on a l'abonnement, mais aussi le fait que la publication est, alors pas instantanée, hein, mais il y a très peu d'écart avec le Japon. C'est-à-dire que le chapitre est publié au Japon et en très peu de temps, on l'a aussi chez nous. Le temps de la traduction. Voilà. Alors qu'un manga papier, il faut compter 4-5 mois en général pour que ça sorte chez nous, une fois qu'il a été publié au Japon. Donc le délai est quand même beaucoup plus long. Pour la pénurie de papier, alors ces derniers temps, ça a beaucoup affecté les mangas parce que les sorties ont été largement repoussées pour beaucoup de séries. Donc ça fait un embouteillage, hein. Donc en termes de consommation, ça va forcément freiner les gens parce que pendant très longtemps il n'y a rien et d'un coup il y a tout qui sort.
et ça peut aussi avoir un impact sur le prix. Il faut savoir que les prix en France ont déjà connu plusieurs fluctuations, on va dire. À une époque, le prix était quand même à 6 euros. On est passé à 6,50, 7 euros, et aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des mangas à 7,50, 8 euros. Donc, on est déjà quand même dans une augmentation relativement régulière. Hein. Donc, avec la crise du papier, ça risque d'aller encore un peu plus loin là-dessus. Donc, il y a Yableba qui dit mes enfants alternent la lecture et le visionnage des animés d'une même série. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Salut mon Mox. Les mangas sont en noir et blanc, hein, et souvent, alors pas toujours, hein, c'est pas systématique non plus, les animés servent à deux choses. Les animés servent à booster les ventes du manga. Donc Oui. en fait, ils font un animé pour vendre le manga, donc ça devient en fait une publicité. Ouais, ils popularisent. Voilà, ça devient une publicité hein, sur 12 épisodes. Et en fait, ils sont malins. L'animé va adapter en fait une partie du manga, mais pas la totalité. Oui. Donc ça fait que on commence à l'animé et on a envie de lire la suite, de connaître la suite, donc on va lire le manga. C'est une tactique qui est très courante au Japon. Et les grosses séries, celles qui se vendent beaucoup, on va tout adapter. Comme ça, il y a à la fois le support manga, le support papier et le support animé. Donc il y a les deux formats pour les animés, mais qui sont complémentaires. Hein. Alors, Cam Sani nous dit il y a aussi une augmentation des belles éditions de manga patrimoine ou anciens qui ont droit à des rééditions pour redonner sa chance à la série. Tout à fait. C'est très courant maintenant que de vieux mangas ressortent, des mangas des années 90, 80, ressortent alors non seulement dans un nouveau format pour un nouveau public, avec une nouvelle traduction souvent, mais aussi dans des belles éditions. Et c'est peut-être des tomes compilés ou... Voilà, ils font souvent des tomes doubles en fait. D'accord. Des tomes doubles. Ça permet non seulement aux collectionneurs hein, d'avoir une belle édition, parce que souvent ça vieillit un peu mal, hein, en tout cas aujourd'hui un peu moins, mais quand on regarde les mangas plus anciens, ça avait un format quand même qui n'était pas très beau, donc ça permet d'avoir un format plus joli pour les mangas qu'on aime, mais aussi de faire découvrir un nouveau public. Hein. Récemment, alors il y a un manga très connu des années 90, Yu Yu Hakusho, qui vient de ressortir maintenant pour un nouveau public, hein, à des prix quand même raisonnables. Ok. Et là... Oui. Vas-y. Non, juste est-ce qu'on parle du droit maintenant? Oui, justement, j'allais y venir. Tu vois, voilà. Tu vois la grande question de l'émission, parce qu'en fait, on rappelle qu'on est, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, on est dans Fabula Juriste, la nouvelle émission de Diego Teles da Silva, qui est une émission de vulgarisation de notions juridiques ou des thématiques autour du droit. Et cette première, c'est le droit dans les mangas. Donc, il y a quand même besoin, ne serait-ce pour que moi je puisse suivre un petit peu. Il fallait replacer le contexte. Un petit peu de placer le contexte et expliquer ce qu'étaient les mangas, d'où ils viennent, à qui ils s'adressent. Et donc là, on va se poser la question, mais est-ce qu'on retrouve beaucoup de traces d'éléments juridiques dans les mangas et comment ça se traduit? Alors, là aussi, hein, je pense que le chat va oui, n'hésitez pas, on n'est que deux. Va me dire qu'il manque des choses. Hein. Donc, je ne parlerai pas de tout, hein, évidemment. Plusieurs mangas parlent de droit. Je vais essayer de me concentrer déjà sur ceux que je connais, hein, parce que je ne connais pas tout, mais aussi sur les plus connus, on va dire. Alors, avant de parler vraiment de droit dans les mangas, il faut savoir que les mangas sont devenus en fait une espèce de soft power hein, pour le Japon. En termes de droit international public, hein, donc il y a d'un côté les règles juridiques, hein, les traités, etc. Et il y a aussi le soft power, c'est comment une culture étrangère va influencer donc les autres pays. Et les mangas, c'est évident. Hein, bon, la France, n'en parlons pas, on est le deuxième consommateur, mais tous les pays du monde aujourd'hui sont intéressés par les mangas. Hein, et c'est un marché qui a tendance à augmenter. Et c'est un moyen pour les Japonais donc à la fois de montrer un peu de leur culture, un peu de montrer leur mode de vie, de montrer leur manière de voir le monde, de voir le droit, et aussi de voir les différents aspects de la vie. Donc c'est évident que c'est devenu un moyen de soft power pour le Japon. Comme les comics en leur temps, voilà. on dit Yabeba. Tout à fait, comme les comics ou même comme les films de Hollywood. Hein, donc c'est le même combat. Les mangas aujourd'hui transmettent quand même cette part de la culture japonaise. Et pour beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, qui s'intéressent à la culture japonaise dans tous ses aspects, histoire, droit, politique, ça commence souvent avec les mangas.
le manga est une porte d'entrée dans la culture japonaise. Ça, c'est évident. On peut peut-être faire une petite parenthèse sur ton article qui va bientôt paraître. Oui, alors... Juste rapidement, enfin, pour replacer, parce que c'est vrai que Diego s'intéresse beaucoup à la culture japonaise. Tu es allé plusieurs fois au Japon, notamment dans le cadre d'une collaboration avec une université japonaise. Et là, tu vas du coup... Alors, publier un article. c'est un cours de correction par les évaluateurs, hein, mais c'est un article qui va paraître à la revue du droit des religions. Donc, c'est un article, pour le coup, qui ne parle pas du tout de manga, mais qui parle du shintoïsme, en fait, et qui fait le rapprochement entre le droit et le shinto. C'est une question qui a été abordée à d'autres reprises, hein, par d'autres auteurs, mais je reviens sur cette question pour parler du différent rapport à la laïcité qu'on peut avoir au Japon et en France, et comment en fait on retrouve... C'est un pays laïque, le Japon? En théorie. D'accord. En théorie, c'est un pays laïque. Voilà, d'un point de vue constitutionnel, c'est un pays laïque, mais dans les faits, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sachant que les Japon pratiquent la religion, mais en même temps ils se méfient de la religion. Les pratiques religieuses sont très répandues, mais en fait ça se confond avec les pratiques culturelles, traditionnelles. Donc ils ont un rapport très ambigu à la religion de manière générale et aux sectes, hein. Et le droit se retrouve au milieu de tout ça. Et c'est vrai que les décisions juridiques au Japon bah, peuvent interpeller, surtout pour un public français, hein, où la laïcité est quand même enracinée de manière très forte. Il y a un message de Kamel Sanin, c'est un moyen de mettre la pression sur leur propre gouvernement. Des fois aussi, le manga Give My Regard to Blackjack, par exemple. Alors, j'ai pas compris ce que je disais, mais oui. Il y a aussi certains mangaka qui critiquent cette hypocrisie de l'État qui profite de cette popularité, mais exerce une censure sur ce média. Poison City, par exemple, j'imagine. Bah, en fait, dans la mesure où les mangas sont très populaires au Japon et sont omniprésents, hein, dans la culture japonaise, bien sûr, ils sont d'une certaine manière utilisés par le gouvernement à des fins politiques et sont censurés aussi, hein, mais alors je dirais pas forcément par le gouvernement directement, mais par les maisons d'édition. Après, il y a des aspects de vente, hein. Oui, oui. Il y a cette question, bon, on ne veut pas chercher des problèmes, donc bah, éviter d'aborder certaines idées. Ça me fait penser à une polémique récente dans un manga où, en fait, on a utilisé le nom d'un docteur, en fait, c'était un docteur nazi. C'était censé être une référence historique, un easter egg comme on dit, hein. Oui. Et ça a été très mal pris notamment par les Coréens, par les Chinois, parce que les Japonais ont fait des expériences similaires, hein, aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a fait un tollé à cause de ça. Donc les polémiques autour des mangas, ça ne manque pas. Pour des raisons politiques, pour des raisons historiques, mais comme tous les autres médias, hein, à partir du moment où c'est populaire, bah, c'est soumis à ces tensions-là. Donc, un élément de soft power, donc on retrouve déjà un peu de droit là-dessus, hein, parce que c'est un moyen pour le Japon d'influencer bah, les autres pays, hein, culturellement, de manière, on va dire, très discrète, mais on peut aller plus loin et donc montrer qu'il y a du droit, on va dire, concrètement dans les mangas. Alors, premièrement, je voulais vous parler en fait de quelque chose qui a commencé à sortir en France, je crois, l'an dernier. C'est une collection qui s'appelle Kurosawa, donc c'est la maison d'édition Kurokawa en France. Et en fait, ils publient une collection où il y a plusieurs ouvrages. Et en fait, chaque tome, c'est des tomes uniques, hein, c'est pas des séries, c'est des tomes uniques. Et chaque tome, en fait, adapte un ouvrage d'un philosophe ou d'un romancier. Et en fait, c'est une version courte, hein, synthétisée de ces histoires-là, mais qui permettent de découvrir aussi bah, des auteurs qui sont quand même un peu obscurs. Je vous montrerai quelques exemples et je m'attarde un peu plus sur le droit après. Vous avez par exemple ici donc, du Nietzsche, ainsi par les Zarathustra, un philosophe allemand pas facile à lire du tout, mais ici dans un format quand même plus facile à comprendre. C'est là où on a la citation, hein, de Nietzsche, Dieu est mort. Et on revient, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout simplifié à outrance. On revient sur tous les concepts de la philosophie de Nietzsche, volonté de puissance, éternel retour, surhomme, mais dans un format manga. Et là, vous allez voir les dessins, hein. On est dans un format très classique, hein. On est dans un format que les amateurs de manga vont très vite reconnaître, avec des personnages aux grands yeux, avec une esthétique très shonen, mais qui raconte bah, en fait, l'histoire de cet ouvrage de Nietzsche, qui réfléchit sur la morale, sur la religion, sur Dieu et sur plein de choses.
Bon, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais les amateurs de manga reconnaîtront tous les codes esthétiques des mangas, mais dans un contexte quand même ici très philosophique. Évidemment, ça ne remplace pas la lecture de Nietzsche, hein, mais c'est un moyen de s'intéresser à la philosophie, je pense. Et ils ont fait pareil. Alors, là, pour le coup, j'ai choisi un philosophe français parce qu'ils ont publié aussi du Rousseau, ils ont publié aussi du Gustave Le Bon. J'ai choisi Descartes, hein. Donc, discours de la méthode. Et j'ai un peu fêté. Voilà, il y a une citation que Yannick a beaucoup aimée. Hein. un mode shonen, donc pour ceux qui connaissent. C'est fou. Hop, on va y arriver. Voilà, la caméra fait la mise. Voilà. Le cogito ergo sum, qui est largement mis en avant, ici. Vous pouvez faire un clip, hein. Là, il n'y a pas de souci. Et bon, là aussi, on retrouve le format manga, on retrouve les codes esthétiques, hein, mais qui raconte le discours de la méthode, hein, avec les principaux éléments du discours de la méthode, dans un format manga. Là aussi, ça ne remplace pas, ça remplace pas la lecture de Descartes, hein, mais c'est un moyen très intéressant pour les plus jeunes, en fait, de s'intéresser à autre chose, en fait, que les histoires classiques des mangas. Alors, là, on commence à parler de droit, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas pris l'autre, hein, mais j'aurais pu. Ils ont adapté 2 romans de Dostoïevski. Ah oui, les Japonais aiment bien reprendre les classiques français. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, de manière générale, les Français, les Japonais aiment beaucoup les Français. Et dans les histoires des mangas, il y a souvent des Français, hein, bon, très caricaturaux, hein, avec le béret, avec la baguette. Mais les Français sont très présents dans les mangas. Ils aiment bien les œuvres japonaises, hein. Ils aiment bien Victor Hugo, pas seulement Les Misérables, hein, mais ils ont fait Notre-Dame de Paris. Ils ont fait. Il y a des séries de BD aussi qui existent. Tout à fait. Comme ça, tout à fait. Et ici, alors ils ont choisi, Kurosawa a choisi donc 2 romans de Dostoïevski, donc 2 romans qui ont une forte partie de droit. Axé sur le droit. Le premier, celui que j'ai pris en fait pour vous montrer, c'est Crime et Châtiment, donc de Dostoïevski, hein, qui est dans un format quand même plus épais que les autres, parce que bon, le roman il fait 600 pages, hein, donc évidemment il fallait quand même un format adapté. Là, on voit que les traits sont un peu différents. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je mets en plein écran. Voilà, les traits, on se rapproche ici beaucoup plus du seinen que du shonen. On a des traits plus réalistes, hein. Et ici, en fait, pour ceux qui le connaissent, hein, il reprend la trame de Crime et Châtiment, qui est une trame autour d'un crime. Alors, c'est autour d'un crime justifié ou pas. L'idée de l'auteur, c'est de se demander est-ce qu'il y a des crimes qui peuvent se justifier, est-ce qu'il y a des crimes qui ne sont pas justifiés. Par exemple, tuer des méchants. Est-ce que ça se justifie? Et toute l'histoire de Crime et Châtiment est autour de ça, est autour de savoir comment savoir en fait où commence en fait le crime, où commence le délit, la culpabilité du criminel, la rédemption du criminel. Donc c'est un roman en forme d'enquête policière autour de ce personnage qui a tué une vieille dame en fait, qui était exécrable et qui passe le roman à culpabiliser et en même temps c'est justifié. Donc il alterne entre les moments où il s'est dit qu'il n'aurait pas dû faire ça et le moment où il s'est dit en fait j'ai rendu service à la société. J'ai rendu service à la société. Donc c'est une réflexion évidemment très juridique, hein, sur le droit pénal ici et qui est très bien illustré dans le manga, bon, dans les grandes lignes, hein, parce que le roman va beaucoup plus loin, mais qui répond quand même à la trame de ce roman qui est un roman, un grand classique russe. Je ne l'ai pas pris, mais il y a un deuxième ouvrage donc adapté, je lui disais, de Dostoïevski, c'est Les Frères Karamazov. Et Les Frères Karamazov, en fait, c'est le même format, hein, parce que c'est aussi un roman gigantesque. C'est la même idée. Les Frères Karamazov, ça raconte l'histoire d'un parricide, et notamment le procès en fait, de 3 frères, notamment un qui est accusé du parricide. Les 3 frères avaient un contentieux avec le père, qui n'est quand même pas quelqu'un de très agréable. Hein. Donc là aussi, la question de savoir est-ce qu'on doit se débarrasser des gens exécrables ou pas. Nasser nous dit il y a la même réflexion dans le best-seller Death Note. Voilà, que j'ai pris tout à l'heure aussi. Surprise. Et
Et donc les frères Karamazov reprend d'ailleurs ce format. Le roman est un long récit de procès, hein. On a aussi toute la trame principale, toute la réflexion sur ce parricide qui est censé être un crime très, très grave, hein. Alors, on va rentrer dans les mangas à proprement parler, parce que là, c'est un format quand même adaptation de roman. Oui. Donc, c'est un cas un peu particulier, hein. On prend parle les de droit. codes du manga, mais pour adapter une œuvre existante. C'est ça, mais c'est une œuvre existante, donc il n'y a pas, on va dire, d'originalité. L'originalité, en fait, c'est la synthèse. Oui. Il y a un très bon effort de synthèse pour illustrer les mêmes idées que le roman, mais dans un format quand même beaucoup plus court, hein. Mais ça, ce sont des œuvres existantes. Alors, là, on va aborder des œuvres qui font plus manga, hein. Alors, je commence par deux œuvres que je n'ai pas pris avec moi, parce que je ne les ai pas, en fait, mais qui sont intéressantes à évoquer. Alors, certains peuvent connaître, hein, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il y a un ouvrage qui s'appelle Rainbow, comme arc-en-ciel en anglais. Et en fait, c'est un manga qui n'a pas énormément de tomes, mais qui raconte en fait le système carcéral au Japon. Donc, ce sont des jeunes délinquants qui vont en prison, ils se connaissent en prison, ils subissent pas mal de supplices, hein, pendant qu'ils sont en prison. Et en fait, ça raconte leur vie en prison, mais aussi après la prison. Et ça montre en fait les difficultés d'insertion en fait, pour les personnes qui ont le malheur d'aller en prison au Japon. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été abordé dans plusieurs documentaires, hein, au Japon. La stigmatisation des personnes qui ont un jour eu le malheur d'aller en prison au Japon, et du fait qu'ils sont dépossédés de leur personnalité, le fait qu'ils ont du mal à retrouver une vie, même lorsqu'ils sont repentis. Donc c'est un manga aussi très violent. C'est de Kakizaki et George Abe, j'imagine. Le scénariste raconte ce qu'il a vécu, c'est limite de l'autobiographie. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un manga très intéressant parce que, alors, ça raconte un récit, mais c'est aussi fortement subversif, hein. C'est une critique du système carcéral japonais qui d'ailleurs est pointé du doigt à plusieurs reprises parce qu'il a tendance à dépersonnaliser les gens, à leur déposséder de leur identité lorsqu'ils sont en prison. Et c'est vrai que sortir de la prison au Japon, c'est très compliqué. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, au Japon, non. au Japon, être acquitté, c'est très compliqué. Une fois que l'instruction est lancée, on est très très rarement, 90% des cas, on n'est pas acquitté. D'accord. Donc il y a presque une certitude de culpabilité lorsqu'on est dans la machine. Ça signifie surtout qu'au Japon, la société ne perçoit pas les criminels de la même façon. On parle souvent de présomption de culpabilité et pas tout de à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi peu d'acquittement. Peut-être pour ça qu'il y a des gens qui fuient le Japon. Dans une valise, peut-être. On ne sait pas. On peut supposer. C'est peut-être jamais arrivé. Peut-être que c'est, tout à fait. Alors, donc Rainbow, dans un premier temps, qui n'est pas tout récent comme manga, mais qui est encore trouvable, hein. Et l'autre manga que j'ai pas non plus, mais qui est très intéressant, c'est Psychopass, si vous préférez. Alors, c'est un manga qui raconte l'histoire d'un monde dystopique, un monde futuriste, hein, où il est possible, grâce à une arme, en fait, de la pointer sur une personne et de découvrir quelles sont les chances pour qu'elle commette un crime. Donc, on peut prévoir à l'avance si cette personne est susceptible ou pas de commettre un crime. Donc, on est dans la justice prédictive, hein, oui, poussée au maximum. Donc, ça rejoint les thématiques du labo, oui, en tout cas en droit. Et l'idée, c'est que on a trouvé un moyen de vivre dans une société sans crime. Tout est géré par une intelligence artificielle. Et donc apparemment, à la base, c'est un light novel qui a donné un animé puis un manga. Oui, alors les light novels, pour ceux qui ne connaissent pas, les light novels, en fait, c'est des romans très courts au Japon. C'est pour ça qu'on parle de light, hein. Ça partage le terrain avec les mangas, on va dire. C'est des romans très courts, en plusieurs tomes aussi. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les light novels sont adaptés en manga ensuite. D'accord, très bien. Et donc, oui, c'est une référence claire de Minority Report pour Luc et Yableba. Tout à fait. Et en fait, dans Psychopass, voilà, on est dans cette logique-là. On ne fait pas que lutter contre le crime, on intervient avant que le crime intervienne. Donc, évidemment, ça a été abordé dans d'autres films, hein, mais tout le manga tourne autour là-dessus. Et de cette idée, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut laisser finalement ça entre les mains d'une intelligence artificielle qui va juger avec les outils qu'elle a, hein. Donc,
Là aussi, un manga très intéressant pour s'intéresser au droit, pour s'intéresser par la présomption d'innocence, présomption de culpabilité, au système carcéral, au droit pénal de manière générale, hein, et comment on perçoit en fait, la prévention des crimes en France ou au Japon. J'ai l'impression que on a un petit lag sur la caméra. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous nous voyez laguer? Ouais, ça lag. Je règle ça, ne vous inquiétez pas. Attends, j'attends. En attendant, je vous bascule sur un autre plan avec Diego. Et moi, je règle le souci de l'autre caméra. C'est bon, Diego. Ouais. C'est bon. Du coup, la caméra a disparu, mais c'est pas grave, on voit tes mains. Ok, bon, très bien. Tout le monde est ravi de voir tes mains. Je vais montrer autre chose quand même. Donc, la caméra, alors là, on va passer sur les mangas que j'ai à ma disposition parce que j'ai pas Psycho-Pass ni Hanbo avec moi. Premier manga, alors je vais y aller peut-être crescendo au niveau des mangas, en tout cas de leur approche du droit. Tout d'abord, je vais vous montrer un manga qui est l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc, pour les amateurs, vous allez reconnaître tout de suite. Hein. Super, merci. Ouais, le son est bon. Il y a une caméra qui s'est déconnectée, mais normalement, c'est bon. Là, vous devez nous voir tous les deux. Si vous entendez bien. Et normalement, le son n'a pas été touché. Alors, je commence donc avec Phoenix Wright et sa tournée. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est l'adaptation manga du jeu vidéo. Il y a même un animé là-dessus. Donc, vous voyez que c'est très très shonen, hein, très coloré, très chatoyant. Ici, en fait, on a des procès. Hein, on suit un avocat de la défense. Et en fait, on suit à la fois ses enquêtes, donc pour ses clients, pour défendre au mieux ses clients, et on suit aussi son argumentation au tribunal. Luc qui nous dit objection. Voilà. Tu m'en parlais avant, voilà. Donc ça doit être c'est très loufoque et très drôle aussi, parce que en fait, c'est le procès à l'américaine, hein, avec plein de rebondissements, plein d'objections, plein de preuves qui sortent de nulle part. Le contradictoire n'est pas vraiment respecté. On n'est pas du tout dans la procédure judiciaire classique, hein, mais c'est assez drôle. C'est assez drôle et bon, ça s'adresse à un public plus jeune. C'est un bon moyen de commencer, je pense, à s'intéresser au droit, hein, à découvrir peut-être des vocations. Ici, pour le coup, vous avez l'embarras du choix. Il y a 3 supports. Hein. Il y a les mangas, il y a l'animé, il y a les jeux vidéo. Donc, mais c'est très intéressant, parfois très fin. Bon, parfois, c'est vraiment du n'importe quoi au niveau des procès. Mais c'est des procès à l'américaine, hein, réinterprétés par les Japonais. Et avec quand même une approche du droit qui est d'ailleurs très basée sur l'enquête, en fait. Il montre que les détectives de la défense, enfin lapsus révélateur, les avocats de la défense sont censés eux-mêmes mener l'enquête, donc on est vraiment dans cette procédure à l'américaine. À l'américaine, donc. Il y a Nasser qui propose un crossover, le roi de l'histoire, Fabula Juris, il nous demande de demander à Monsieur le roi de faire l'histoire dans les mangas, pour être sympa, que tu fasses l'histoire des mangas, effectivement. Mangas dans l'histoire, et effectivement. Puis, l'histoire dans les mangas. En plus, il aurait l'embarras du choix parce que les mangas historiques, il y en a un. Il y en a un paquet de mangas qui racontent vraiment des événements historiques. Bon, surtout japonais, hein. L'histoire du Japon racontée en manga, ça existe beaucoup. Mais aussi l'histoire chinoise. Aussi. Donc, premier tome, hein, enfin, premier manga, et sa tournée. Celui-ci est en 5 tomes, par exemple. Hein, donc, c'est des séries courtes, hein, mais qui sont un bon moyen de découvrir le droit. Sachant que sur ce manga, s'il y a un plébiscite populaire, hein, vraiment, il est possible qu'on organise une petite session Ace Attorney jeu vidéo avec Diego. On verra, je suis un bon avocat. C'est ça, qui pourra démontrer ses talents. Donc voilà, c'est possible. Je retiens. Nicolas nous dit je retiens. Donc envoyez à Nasser, votre message est passé directement. Bon, Nasser a vendu la mèche. Hein. Évidemment, je ne pouvais pas parler de droit en fait, sans parler de Death Note, que vous trouvez ici. Bon, ça c'est aussi je crois que c'est mon premier manga que j'ai acheté il y a plus de 10 ans maintenant. Mais ça a été en tout cas l'un de mes premiers mangas. Là aussi, donc, on est assez proche, hein, de ces thématiques chères à Dostoïevski.
Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve un cahier, donc le Death Note, et grâce à l'aide d'un Shinigami, donc un dieu de la mort au Japon, il découvre qu'en écrivant le nom d'une personne dans le cahier, cette personne meurt. Donc le plus souvent d'une crise cardiaque, même si on peut aller plus loin. Donc, je ne donne pas de spoil non plus. Donc l'idée du manga, en fait, et ce jeune homme qui est un peu mégalo sur les bords, décide qu'il va éradiquer la criminalité dans le monde. Donc il commence à écrire des noms de criminels. Des criminels qui sont en prison, des criminels qu'il a croisés à la télé, des criminels partout. Et son but, c'est de créer, en tout cas selon ses termes, un monde parfait, un monde où il n'y a pas de criminels, ou un monde où il est une sorte de Dieu, parce qu'il a un pouvoir divin ici, un pouvoir de vie et de mort sur les personnes qu'il estime nuisibles à la société. Alors là aussi, on retrouve des réflexions propres à la société japonaise, parce que lorsqu'on lit certaines thèses, les criminels au Japon, et pas que les criminels, les personnes qui perturbent l'ordre social de manière générale, sont considérées comme des nuisibles. Et le manga l'illustre très bien par le protagoniste. La moindre personne qui est susceptible de perturber l'équilibre social, en tout cas interprété par lui, il le met le nom sur le cahier. Et évidemment, il y a un contrepoint. Ici, on a un anti-héros, parce qu'on le suit quand même de son point de vue. Et il y a un autre détective qui essaye de le contrer, de trouver qui est cette personne derrière tous ces meurtres, si on veut dire. L'histoire, c'est le combat donc entre ces deux grands esprits, parce que c'est un génie, c'est lui qui écrit dans le cahier. Et il y a une réflexion ici sur la peine de mort. Il y a une réflexion sur le système carcéral, parce qu'à plusieurs moments, il dit que ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à empêcher la récidive, par exemple. Les personnes qui sont allées en prison recommencent. Il y a une réflexion plus large sur la société aussi, sur la place de la morale, sur la place du droit, qui s'avère, on va dire, insuffisant aujourd'hui pour régler le corps social. Donc il y a plusieurs réflexions. Alors il y a un côté fantastique forcément, parce que tout part d'un objet surnaturel, donc tout part d'un Shinigami. Donc il y a quand même une approche très shonen, parce qu'on est dans le fantastique, et on retrouve ça dans les dessins. Certains classent ce manga dans les seinen, parce que c'est une histoire plutôt mature. D'autres classent ça dans le shonen, parce qu'on est quand même fortement dans le fantastique. Et le dessin aussi rappelle plus le shonen que le seinen. Merci Nasser, à bientôt. Il nous dit qu'il s'en va, il a son cours qui reprend. À très bientôt. Mais en tout cas ici, on voit quand même que c'est beaucoup moins loufoque que Saturné par exemple. Et ça aborde des thématiques très fortes. Là aussi, c'est pas très long. En général, les histoires plus sérieuses ont tendance à être plus concises. Et si on est sur 12 tomes pour raconter cette histoire. Et il y a aussi une version animée qui adapte d'ailleurs tout le manga. Donc là aussi, une alternative pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire le manga. Troisième manga, pour boucler un peu cette présentation d'aujourd'hui, parce qu'on approche bientôt d'une heure. Monster, donc là aussi, il est écrit par Urasawa, donc un monument du manga au Japon, très très connu. Et Monster en fait est un manga un peu particulier. Donc c'est un seinen, donc je vous montre déjà les dessins. On est sur des traits très réalistes, beaucoup plus proches du réel. Donc là, c'est ce qui nous permet d'identifier ça comme un seinen en général. Donc voilà. Et en fait, Monster, alors ça va parler, pas de droit exactement, en tout cas au sens propre, mais ça va parler d'éthique, ça va parler de déontologie, ça va parler de droit pénal aussi, en quelque sorte, parce que l'histoire c'est quoi? Alors c'est un docteur, donc en Allemagne, donc juste avant la chute du mur de Berlin, donc en 1986, et il vit en Allemagne de l'Ouest, et un jour il est confronté donc à un enfant qui arrive. Il est chirurgien, et donc il sauve cet enfant. Par la suite, il découvre que cet enfant en fait, a tué ses parents, et quelques années plus tard, il devient un tueur en série notoire. Et toute l'histoire de manga, c'est ce médecin qui traque en fait ce tueur en série qu'il a sauvé quand il était enfant, parce qu'il estime qu'il devient responsable en fait des crimes qu'il a pu commettre par la suite. Parce que s'il ne l'avait pas sauvé,
bah, il n'aurait pas pu commettre ces crimes. Donc, il y a à la fois une réflexion sur le serment d'Hippocrate, d'une part, il y a une réflexion sur la déontologie qu'on attend des médecins, l'éthique propre aux médecins, et ensuite, en même temps, par cette question, alors le droit apparaît plus dans cette question de la responsabilité. Quelle est notre part de responsabilité dans une société par rapport aux monstres qui sont créés? Et là, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Monster, hein, c'est que il y a beaucoup plus de monstres dans la société que ce qu'on croit. Ça peut être des politiciens corrompus, ça peut être des médecins qui ne font pas leur travail, c'est pas que le tueur en série. Donc il y a une réflexion autour de ça et qui est très intéressante. C'est un manga, alors en 19 tomes, si mes souvenirs sont bons, donc il est un peu plus long, qui a connu aussi une adaptation en animé, mais qui ne s'adresse pas du tout. Alors autant et sa tournée, on est vraiment à tout public. Death Note, plutôt des ados. Alors, Monster, c'est un public plus mature quand même. Bon, des ados évidemment hein, peuvent le lire, mais on est quand même ici dans un manga beaucoup plus mature, avec une violence beaucoup plus visuelle. Et du coup, on suit donc les péripéties de ce docteur qui n'arrête pas de se poser des questions sur la morale et sur notre responsabilité dans le monde par rapport aux personnes qu'on croise. Donc, un manga aussi très intéressant qui aborde ces questions juridiques hein, qui occupent aussi les avocats, par exemple. Un avocat qui défend une personne, cette personne, imaginons, il arrive à la quitter, Oui. et elle sort pour commettre d'autres crimes. Et elle tue juste après quelqu'un. C'est le même genre de réflexion que ce médecin. Hein. Oui. Donc, cette part de responsabilité qu'on a dans notre métier qui est de sauver des gens, donc les médecins physiquement et nos clients quand on est avocat, mais où commence en fait notre part de responsabilité, à partir de quand on peut se dire qu'on est dédouané, qu'on a fait notre travail et on pense et tout. Donc il y a une réflexion, il n'y a pas forcément de réponse absolue. Hein. Moi je pensais que voilà. le dilemme allait être... Il n'y a pas forcément de réponse absolue, c'est à l'interprétation. Ça c'est propre au seinen, hein. C'est des ouvrages qui invitent à la réflexion, plus qu'à une notion de morale. Les shonen ont tendance à être un peu moralisateurs parfois, hein, Oui. l'importance de l'amitié, l'importance du travail en équipe, etc. Les seinen sont beaucoup plus cyniques, beaucoup plus pessimistes et donnent matière à réflexion plus qu'une véritable leçon à la fin. D'accord. Et en fait, toi, on voit qu'on a plusieurs manières différentes d'aborder, enfin, de voir du droit dans les mangas. Est-ce que... j'imagine que ça doit dépendre du type de manga, mais est-ce que tu as pu identifier une représentation particulière de la fonction juridique dans les mangas? Est-ce que c'est finalement quelque chose d'assez réaliste et proche de la réalité, comme nous on pourrait avoir une œuvre de fiction qui est basée sur des mécanismes juridiques? Oui, ou bien est-ce sûr, que, il y a bien des sûr. raccourcis qui sont faits Non, alors, ça dépend. Ça dépend, bien sûr, un ouvrage comme Et sa tournée, il y a beaucoup de raccourcis. Hein. Enfin, l'objectif, c'est que ce soit compréhensible par n'importe qui. Mais dans Monster, par exemple, on a une réflexion, au-delà de l'aspect violent de l'œuvre, hein, il y a une réflexion qui n'est pas forcément à la portée. Enfin, on ne peut pas lire ça et poser dans un coin et être tranquille. Ça incite à la réflexion. Donc, les seinen en général ont une vision très proche de la réalité. Hein. Lorsqu'ils décrivent le droit, lorsqu'ils décrivent une procédure juridique, une procédure d'enquête, lorsqu'ils parlent de politique, etc., ils sont en général très réalistes. Il y a un souci quand même du détail là-dessus. Quand on est dans les shonen, il y a un peu plus de raccourcis quand même. Hein. L'objectif, c'est que ce soit compréhensible par un jeune public qui n'a pas forcément fait des études de droit, qui n'a aucune connaissance. Donc, on va dire que dans les ouvrages qui s'adressent à un public plus âgé, là oui, on a quand même un réalisme qui est proche de ce qu'on peut trouver dans les romans. Hein. Parce qu'on peut appeler ça des romans graphiques. Oui, complètement. Ouais, mais voilà, les raccourcis existent lorsque ça s'adresse à un public plus jeune, ça c'est évident. D'accord, très bien. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a vu la remarque de Nasser sur la fourniture de mangas de la BU. À la limite, Diego me fera passer une liste des mangas intéressants et je transmettrai ça à la bibliothèque pour voir s'ils veulent. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, les bibliothèques municipales achètent de plus en plus de mangas. Oui, complètement. Oui. J'en vois régulièrement, oui, je
vais à la bibliothèque d'ailleurs, les seuls que j'ai lus venaient de la bibliothèque. Hein. Du coup, j'ai lu ça par curiosité. Ce que j'ai lu, c'était certainement les choix, pas les meilleurs choix, parce que je connaissais rien, mais en tout cas, c'était pas très agréable. Non, c'était plutôt sympa. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à une époque, on avait tendance à prendre du Japon que les œuvres les plus connues. Oui. Aujourd'hui, on prend de tout. Hein. Donc C'est le aussi choix est très compliqué. L'effet du boom C'est ça, ah oui, c'est ça, de la c'est ça. consommation de C'est manga qui a permis peut-être d'accéder à plus de Tout à fait. production Voilà, japonaise. on trouve de tout aujourd'hui en France. Vraiment, même les mangas à une époque qui pouvaient être considérés comme un peu obscurs, aujourd'hui on les trouve en France facilement. Tu m'avais raconté la dernière fois qu'on trouvait même des biographies de l'empereur Oui. japonais Tout à fait. En France, traduit C'est ça. en français. Oui, c'est vrai que c'est. Donc, c'est des pas trucs qui- on n'est pas forcément le public. Et même mais, voilà, des trucs qui s'adressent pas spécialement aux Français, quoi. Ah oui. Ah oui, complètement pas. Biographie d'un empereur qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Oui, qui même dans notre culture, on est quand même très éloigné géographiquement, culturellement. Donc c'est voilà, c'est. Ah oui, ça sort chez nous maintenant. Ouais. Ou sinon des ouvrages très historiques. Il y a actuellement un manga qui sort sur l'histoire de Nobunaga. Donc un grand, on va dire, leader politique guerrier, hein, un shogun du Japon, il faut quand même avoir un certain goût pour l'histoire pour s'intéresser à ce type de pour le manga Japon. et pour le Japon, quoi. Donc et ça sort chez nous et ça se vend bien, hein. Donc le fait que la France soit le deuxième plus grand consommateur fait qu'on a un choix de manga très très large par rapport à d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on trouve de tout. Ce qui a un avantage et un inconvénient, c'est que le choix est trop grand, donc c'est parfois difficile de faire le tri. Ouais. Mais en même temps, ça donne un embarras du choix. Si tu devais recommander un début de lecture pour nos étudiants, là, voilà, donc des personnes pas adolescentes, des jeunes adultes, vraiment, mais qui je pense connaissent pas que les mangas qui voudraient commencer. Mais je pense que Nasser l'a dit, et ça a été mon cas au final, hein, Death Note est un très bon compromis. Il n'est pas du tout enfantin. Il aborde des thématiques fortes qui incitent à la réflexion d'ailleurs. Hein. Il y a pas mal de débats qui peuvent être menés autour de la lecture de Death Note pour ceux qui connaissent l'intégralité de l'œuvre. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut lire ou regarder l'animé, ou les deux en même temps, en complément. Voilà, parmi ceux que j'ai cités, je pense que c'est le plus intéressant pour débuter. Ça a le côté ludique d'un shonen, en fait. Le côté un peu rigolo, hein, le fait que c'est quand même un contexte fantastique, Oui. tout en abordant des thématiques sérieuses. Donc pour moi, c'est un bon compromis. Après, c'est à partir de là qu'on découvre un peu ses goûts, hein, et qu'on va explorer d'autres pistes. Il y a Luc et Yableba qui nous remercient, qui te remercient pour cette émission très intéressante. Merci De rien. beaucoup. Donc c'était la première. Voilà, de l'épisode 0. De Fabula Juris. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, ou des envies de participer, c'est twitch@unim.fr, donc n'hésitez pas. Donc normalement tu devrais revenir en janvier. En janvier, ouais. Plutôt fin janvier après les examens. Après les examens, ouais. Donc pour l'épisode 1, hein, alors j'ai pas encore établi une liste avec les thématiques qu'on va aborder au fur et à mesure, mais on ne tardera pas à vous communiquer le thème de cette première émission officielle, parce que là on est un peu on était en train de s'échauffer. Très bien, et le rendez-vous est pris pour un crossover, le roi de l'histoire. Voilà. Fabula Juris, pas de soucis. Enfin, un crossover qu'on prévoit depuis quelques temps avant même que l'émission soit créée. Tout à fait. Mais c'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous sur le chat, parce que vous avez été vraiment participatifs et c'était super agréable. On a passé un bon moment. Très bien. C'était cool. Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le monde. Ciao.